Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle session de l'information dans l'actualité de ce jeudi 3 mai 2018, le point de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi où 27 ex-policiers et ex-gendarmes ont été radiés de la fonction publique. Cérémonie de remise de lettres de créance de 7 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du Bénin au président de la République, Patrice Talon. Début de la campagne pour le référendum constitutionnel du 17 mai au Burundi, un référendum qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Direction le palais de la Marina. Plusieurs ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État, Patrice Talon. Il s'agit entre autres de Emmanuel Kayode Oguntiase, nouvel ambassadeur de la République fédérale du Nigeria après le Bénin, Léo Kaba, ambassadeur de la République du Ghana, Hachim Troster, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, Jintao Ping, ambassadeur de la République populaire de la Chine près le Bénin. Conseil des ministres ce mercredi 2 mai 2018. Plusieurs dossiers ont été examinés, entre autres l'extension de la flotte Benetassi à d'autres villes, le compte rendu des sanctions prises à l'encontre de 27 ex-policiers et ex-gendarmes pour mauvaise gestion des fonds additionnels alloués aux unités de sécurité publique et la nomination du consul général du Bénin à Dubaï, suivant un extrait du compte rendu présenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Joseph Djogbin. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 2 mai sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au titre des mesures normatives, le décret portant sur la matière suivante a été adopté. Il s'agit de l'autorisation de ratification de l'accord de prêt signé entre le Bénin et la Banque africaine de développement dans le cadre du financement partiel du projet de restructuration et d'extension du système de répartition et de distribution de la Société béninoise d'énergie électrique. Au titre des communications, 3 dossiers ont été approuvés. Premier dossier, extension de la flotte Bénin Taxi à d'autres villes. Les villes suivantes seront couvertes: Porto Novo, Semepoudi, Ouida, Alada, Abomey-Calavi, Boycon, Abomey, Parakou, Natitengu, Tanguieta. Compte rendu des sanctions prises à l'encontre de 27 ex-policiers et ex-gendarmes pour mauvaise gestion des fonds additionnels alloués aux unités de sécurité publique. Dans le cadre du renforcement du dispositif sécuritaire de notre pays, le gouvernement a mis à la disposition des unités opérationnelles de l'ancienne police nationale et de l'ancienne gendarmerie nationale des fonds additionnels. Ces fonds destinés aux unités territoriales ont été remis directement aux chefs d'unité avec des consignes fermes et des procédures précises en vue de leur bon usage. Nonobstant toutes ces dispositions, les contrôles effectués ont décelé des irrégularités graves dans la gestion des dits fonds. En effet, dans certains cas, ils ont été détournés par certains responsables d'unités à des fins autres que leurs destinations initiales ou utilisés sans justifications objectives. En raison de la qualité des mises en cause et de la gravité des fautes professionnelles commises, les intéressés ont été traduits devant les conseils de discipline. Ceux-ci ont émis des avis variant de la non-activité temporaire à la radiation avec perte de grade à l'égard des 27 anciens policiers et anciens gendarmes concernés.
Des propos recueillis par Loris Freddy Davo et Fréjus Fiossi. Aujourd'hui, 3 mai, c'est la journée mondiale de la liberté de presse. Les activités ont déjà démarré à la Maison des médias Thomas Meillanson. Une particularité à cette édition, l'exposition des livres écrits par les professionnels des médias. Plus de 200 livres sont exposés. Yann Collins, journaliste écrivain, nous donne plus de précisions. Écoutez-le. On peut remarquer ce qui est impressionnant, que nous avons pu répertorier une quarantaine de journalistes, une trentaine a effectivement répondu présent et nous avons pu mobiliser près de 200 livres, ce qui est ma foi assez extraordinaire. Les 200 livres sont sur les stands, ils sont répartis en termes de livres promotionnels, c'est-à-dire qu'au-delà de l'exposition, on offre au grand public l'occasion d'acheter, de repartir avec des exemplaires des livres des journalistes auteurs. Parce qu'on a de tout genre, il y a de la poésie, il y a des romans, il y a en fait le théâtre, et donc je pense que c'est un exploit. Et encore une particularité que je voudrais souligner, c'est qu'en principe, chaque jour, nous avons ce que nous appelons une rencontre littéraire. C'est la rencontre entre le public et un journaliste auteur. Hier, nous avons eu Obento Anou, qui est l'auteur d'un livre « Quand la médecine tue impunément ». Nous avons pu discuter autour du thème « Les erreurs médicales ». C'était une discussion suffisamment riche et le public en redemande. Les livres qui nous ont été offerts seront cédés aux professionnels des médias, à la Maison des médias, de 8h à 12h au prix inconséquent de 500 francs. L'idée étant que chaque professionnel des médias puisse rentrer avec un livre écrit par un confrère. Cette opération a été rendue possible grâce à une autre initiative que je porte qui s'appelle BuzzBook, qui veut justement créer de l'engouement autour des livres. Donc mon dernier mot serait de lancer un appel à tous les journalistes de participer demain au colloque que l'UPMB, les JMB et toutes les organisations fêtières de la presse organisent pour marquer cette journée. Et ils viendront à ce colloque, ils verront la présence du stand livre des JMB, ils pourront repartir chacun avec un livre à 500 francs. Distinction du président directeur général du groupe pétrolin ce vendredi, le Béninois Samuel Dosso Aoré, l'Ivoirien Jean Kakou Diagou et la Sud-Africaine Machile Nikosi ont décroché à Abidjan le Grand Prix de la 9e édition des bâtisseurs de l'économie africaine lors d'une soirée de gala. Ces 3 acteurs économiques d'élite ont reçu le Grand Prix pour avoir installé leur crédibilité et leur notoriété sur le continent africain dans divers secteurs, contribuant à créer la croissance grâce à des idées d'avance et plus d'audace. Précision qu'en ce qui concerne l'homme d'affaires béninois Samuel Dosso Aoré, président du groupe pétrolin, il s'est développé avec succès dans les secteurs diversifiés tels que le pétrole, l'aviation, les télécoms, l'immobilier, les infrastructures et les médias. Pour lui, sans la paix, l'Afrique ne peut pas marcher. En allusion au thème du forum qui a précédé dans la matinée du vendredi dernier, la soirée de gala. Ruée des investisseurs vers l'Afrique, menace ou opportunité, Samuel Dosso Aoré a déclaré que le continent a hérité d'un système économique qui est devenu une source d'intérêt, mais nous, les Africains, ne nous laisserons pas prendre au piège. Autre information dans ce journal, les poissons fumés à base des fous traditionnels au Bénin seraient exposés aux polluants organiques et persistants qui sont toxiques et résistants à la dégradation de l'air, une technologie nuisible à l'environnement et à la santé. Reportage. Toxiques et résistants à la dégradation de l'air, les polluants organiques persistants POP résultent des rejets liés aux activités humaines, dont le fumage des poissons. Une activité très répandue au Bénin. Rassemblées autour de plusieurs feux dans des bacs métalliques, ces femmes du marché de Djefagar contrôlent le processus du fumage des poissons posés sur des grillages au-dessus des flammes. Ces feux, alimentés par un combustible constitué de carton de bois, dégagent une épaisse fumée. L'utilisation des fours traditionnels pour le fumage des poissons constituerait un danger au plan environnemental et sanitaire. En réalité, les activités de fumage de poissons avec les fours traditionnels libèrent des fumées et dans ces fumées se trouvent certaines substances toxiques, les dioxines et les furanes
qui doivent être réduits dans le cadre de la Convention de Stockholm. Quelle est donc la technique de fumage des poissons? Quand nous achetons les poissons, nous les lavons, puis nous faisons le feu. Après avoir disposé ces poissons sur les grillages, nous passons à la cuisson. Pendant 2 heures au moins, nous faisons le contrôle pour avoir un changement de couleur de ces poissons fumés. Ensuite, nous passons à la vente de ces poissons. Les bacs métalliques que nous utilisons pour faire les feux ne sont pas adaptés à notre activité, ce qui fait que nous utilisons une grande quantité de bois de feu. On tombe souvent malade parce que nous sommes exposés tous les jours à la fumée. Selon Bertin Bossou, cette pratique ne respecte pas les règles d'hygiène. Ce qu'elles font ne respecte pas l'hygiène. Elles font éviscérer des poissons à même le sol. Elles n'utilisent pas les équipements de protection individuelle. Et elles sont sales en fumant, ça ne respecte pas les normes d'exportation. L'objectif n'est pas que de vendre le poisson qu'au Bénin. Ça doit être exporté pour que ces femmes-là aient un peu de devise pour pouvoir jouir de leurs activités. Quels sont les impacts de l'utilisation des fours traditionnels sur l'environnement et la santé? La fumée, le feu avec les arbres ne doit pas faire bon ménage. Ça empêche la plante de pousser. Sans savoir, certaines femmes peuvent utiliser aussi ces bois comme bois de feu, ce qui n'est pas recommandé. Nous sommes ici maintenant, mais c'est une atmosphère irrespirable parce que les fumées polluent l'environnement. Ça pollue le sol, ça pollue les eaux qui sont autour de nous. Le tabac est responsable de 30% des cancers et le fait que ces femmes soient exposées, ces femmes ou ces enfants soient exposés à longueur de temps à ces fumées peut être à l'origine dans 5, dans 10 ans des cancers que nous voyons aujourd'hui, que nous diagnostiquons aujourd'hui. Le plus incriminé souvent c'est le cancer du poumon, mais il ne faut pas oublier les cancers de la sphère ORL et puis le cancer de la vessie, le cancer aussi du col utérin et parfois le cancer du sein chez les femmes. Mais l'autre versant du problème, c'est que quand c'est des poissons qui sont fumés avec beaucoup de sel pour permettre la conservation, en ce moment, c'est nuisible pour la santé. Pour éviter la contamination des poissons fumés par les polluants organiques persistants, le ministère du Cadre de vie, dans la mise en œuvre de la Convention de Stockholm, a initié un projet pilote de fumage de poissons avec l'installation des fours améliorés. Il s'agit de la technique FAO Tiaroy de transformation. C'est du Sénégal que ça a été inventé dans un centre de formation halieutique. Ce four a été testé scientifiquement et on constate que ça réduit au minimum les HAP, dont les dioxines et les furanes, qui nous donnent des maladies cancérigènes. Les communes de Grand Popo à Vrancou ont déjà bénéficié de ces fours améliorés avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation, l'agriculture et Guerre Bénin. Le FTT Tiaroy, une technique de transformation de pointe, sera généralisée dans les marchés les mois à venir, ceci avec la construction des marchés modernes. Hors du Bénin, la campagne officielle pour le référendum constitutionnel du 17 mai au Burundi qui devrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034 a démarré et doit durer 14 jours selon un décret présidentiel. Seule la campagne pour le oui ou le non est autorisé. Le décret présidentiel publié il y a une semaine prévoit en effet une peine de 1 à 3 ans de prison pour quiconque tentera de convaincre les électeurs de s'abstenir de voter. Au total, 26 partis politiques, en très grande partie proches du parti au pouvoir CNDD, FDD et la coalition d'indépendants Amizero, Yabarundi, ont été autorisés à faire campagne selon une liste récemment publiée par la commission électorale. L'opposition en exil regroupée au sein de la coalition Sénared a appelé la population à boycotter un référendum qui va, selon elle, signer l'arrêt de mort de l'accord de paix d'Arusha de 2000. On écoute le président Pierre Nkurunziza. Je voudrais annoncer à tous les Burundais que ce vote du référendum constitutionnel se déroulera sereinement. Dieu en est le principal témoin. Je voudrais également vous annoncer que ce soit un Burundais ou un étranger
qui essayerait d'être une entrave à cette élection, il rendra des comptes à Dieu Tout-Puissant. Et d'ailleurs, l'exemple vient d'en haut et se répand partout dans le pays. Prenez donc l'exemple sur moi, je voterai oui. Dans les grandes exploitations agricoles comme dans les plus petites parcelles d'Afrique, se joue une guerre silencieuse imposée par une petite chenille qui a su, en 2 ans, conquérir le continent et menace la sécurité alimentaire de ses habitants. Reportage. À première vue, un petit insecte inoffensif, pourtant il fait de gros dégâts. En 2 ans, la chenille légionnaire d'automne a conquis le continent et menace la sécurité alimentaire de ses habitants. Officiellement détectée en Afrique de l'Ouest en 2016, elle s'attaque surtout à la culture du maïs. Wycliffe Ngoda est fermier dans l'ouest du Kenya. Il a été fortement touché en 2017. J'ai perdu la moitié de ma récolte, donc ça représente 50% de revenus en moins. Il faut donc trouver d'autres sources de revenus extérieures. En plus, l'année dernière, le prix du maïs était au plus haut. Plus de 200 millions de fermiers et leurs proches dépendent financièrement de la culture du maïs sur le continent, d'où l'inquiétude des scientifiques. C'est l'un des ravageurs de culture les plus meurtriers au monde. Il a la capacité d'attaquer différentes cultures, mais le maïs est ce qu'il préfère. Et le maïs étant l'aliment de base de l'Afrique, il y a une vraie menace de sécurité alimentaire. La chenille légionnaire en état de larve se niche dans la végétation entourant l'épi. Sa durée de vie est relativement courte, 1 mois et demi, mais durant ces 2 dernières semaines, elle se transforme en papillon et peut parcourir jusqu'à 100 km en une seule nuit. Pour riposter, il existe plusieurs solutions dont les pesticides, mais il faut en changer régulièrement car la chenille crée des résistances. Certains utilisent des détergents domestiques ou encore d'autres méthodes plus artisanales. L'année dernière, ils ont utilisé des cendres et ça a fonctionné pour certains. D'autres mettent de la terre dans l'entonnoir de la culture et cela a fonctionné pour certains d'entre eux. Parce que je pense que ça suffoque, ça étouffe l'insecte. Faute de solution miracle pour éradiquer la chenille, les chercheurs préconisent des semailles précoces et de passer en mode culture alternée pour augmenter les rendements et compenser ainsi les pertes. Et puis en Angola, le nouveau président angolais a promis un miracle économique à son pays, riche en pétrole, mais ultra dépendant des cours de l'or noir. Sa méthode, la diversification de l'économie et un objectif, développer la pêche. Reportage. C'est peut-être l'une des clés du miracle économique promis à l'Angola par son nouveau président, João Lourenço. Ces poissons vont être transformés en farine animale puis exportés à l'étranger. Cette usine est idéalement située à Benguela, au beau milieu des 1600 km de côte du pays, le long de l'Atlantique. On fait 60 tonnes de poissons frais par jour. Ça revient à 12-13 tonnes de farine. Mais l'usine ne tourne pas à plein régime, par manque de matières premières notamment. Si les autorités locales admettent le faible nombre de bateaux, elles répètent le message du gouvernement, la pêche a de l'avenir en Angola. Le secteur de la pêche contribue à l'économie autant au niveau de la province qu'au niveau national. À Benguela, ils sont plus de 13 000 à dépendre du secteur. En première ligne, les pêcheurs eux-mêmes, pour qui le fameux miracle économique se fait attendre. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de poissons. Alors les ventes sont faibles. Le gouvernement mise également sur l'agriculture pour soutenir l'économie du pays. Et il y a urgence. L'Angola tire 70% de ses recettes fiscales du secteur pétrolier. La chute des cours de l'or noir ces dernières années a plongé le pays dans le marasme. Aujourd'hui, plus de la moitié de sa population vit avec moins de $2 par jour. Une dernière information avant de boucler cette édition, alors que l'armée et la police malgache ont mis en demeure le gouvernement et l'opposition de trouver rapidement une issue à la crise politique qui agite le pays au 12e jour de la fronde contre le régime du président malgache. Députés comme manifestants semblent de plus en plus fatigués, place du 13 mai. Ce n'est pas le cas de Philana, mère de famille de 29, présente tous les jours
depuis le 21 avril et avec toujours le même engouement. Reportage. Chaque jour, Felana traverse ce canal d'eau usée. Ici, les enfants jouent près de latrines à ciel ouvert. Felana habite dans le quartier de Bekrar à Antananarive, la capitale malgache. Elle vit dans cette unique pièce avec son mari et ses 2 enfants. Si je ne travaille pas, les enfants ne mangent pas. Pourtant, il faut qu'ils mangent 3 fois par jour, alors qu'ils ne mangent qu'une seule fois, le soir. Il y a des gens qui sont aisés et qui nous donnent un peu de reste de repas. Et c'est ça que mangent mes enfants. Car avec les 10 000 ariary que je gagne par semaine, je dois payer le loyer, le repas et l'école des enfants. Felana travaille dans ce lavoir avec des dizaines d'autres femmes. À Madagascar, le prix du riz a doublé en un an, passant de 1400 ariars, soit 40 centimes d'euros le kilo l'année dernière, à près du double aujourd'hui. Mais le salaire de Felana n'a pas bougé. Elle gagne 2 centimes d'euros par vêtement lavé. Mais pour le président de la République et Radzonar Mampian, elle ferait un prix spécial. Le président ne viendrait jamais ici pour faire laver son linge. Il doit avoir sa propre machine à laver. S'il venait ici, je lui ferais ça pour 1000 ariary par vêtement. Depuis le début des manifestations, Felana est tous les jours sur la place du 13 mai pour exprimer son ras-le-bol avec toujours la même ferveur. Je suis motivée parce qu'on est jeune et on ne veut qu'une chose, c'est travailler. Et puisque le gouvernement n'arrive pas à nous donner du travail, on veut qu'il dégage. Dans un pays où 9 personnes sur 10 vivent avec moins de 2 euros par jour, la mobilisation dure pour le moment, mais difficile de prédire l'issue du mouvement alors que l'élection présidentielle n'aura lieu qu'à la fin de l'année. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.